contente de pouvoir traiter cette problématique avec vous. Faut juste que, hop. La question que je vais traiter aujourd'hui avec vous, c'est le design créateur d'innovation éthique face aux enjeux de la révolution numérique. Donc, pour traiter cette problématique, on va commencer par voir un peu ensemble ce que c'est que le design. Ensuite, on va faire un tour sur les enjeux de la révolution numérique. Et ensuite, on va étudier un peu qu'est-ce qu'est l'innovation éthique et comment innover de cette manière. Donc, sur le design, on va un peu redéfinir ensemble ce que c'est. Finalement, c'est une personne qui crée ou qui modifie un concept qui peut être déjà existant afin de répondre à une problématique. La plupart des personnes, finalement, pensent qu'un designer, c'est ça. C'est quelqu'un qui est créatif, qui va créer, par exemple, des interfaces, qui va créer des nouveaux projets, des nouveaux produits et qui va les développer. En fait, ça va plus loin que ça. En fait, un designer, il va partir du principe qu'il est naïf. Il va devoir se mettre à la place de l'utilisateur pour pouvoir créer et conceptualiser, pour justement éviter ce genre de choses. Je pense que l'illustration parle très bien d'elle-même. Donc, finalement, on va prendre donc Stéphane, qui est designer. Stéphane, il va toujours partir du principe, même quand on lui pose une problématique sur un domaine qu'il connaît, qu'il est complètement naïf et novice sur le sujet. Donc, il va partir du principe que, vu qu'il est naïf, il va devoir aller voir une personne. Donc là, par exemple, on va prendre Alain, qui est agriculteur. Il va justement directement aller sur le terrain rencontrer Alain pour pouvoir un peu comprendre quelles sont en fait ses problématiques et son quotidien. Donc, bien sûr, il va pouvoir faire des recherches sur Internet, aller voir un peu de presse, etc., pour pouvoir toujours prendre plus d'informations. Mais en allant voir directement Alain, en fait, il va pouvoir comprendre son environnement, il va pouvoir comprendre un peu quelles sont les problématiques qui sont liées à son métier. Donc, il va le suivre, par exemple, sur toute une journée de travail. Il va rencontrer sa communauté, comprendre les risques qui sont liés à son activité. Il va voir les innovations qui sont émergentes et qui peuvent être intéressantes, avec qui il travaille, ce qu'il aime, etc., etc. En fait, toutes ces choses, ça va permettre donc à Stéphane de pouvoir avoir un spectre beaucoup plus large de compréhension de l'agriculteur. Il va comprendre beaucoup plus de choses sûrement en une journée que s'il passait une journée à aller voir des tonnes d'articles sur ce que la presse voulait lui en dire. Grâce à ça, Stéphane va avoir l'idée en fait qui correspond donc aux attentes et aux besoins qu'on lui a posés. On parle en fait d'empathie finalement. En fait, l'empathie, c'est vraiment le mot qui va définir le plus le designer. Le designer va devoir rentrer en empathie toujours avec l'utilisateur pour pouvoir comprendre un peu la problématique et répondre. Donc voilà, l'utilisateur, il va vraiment le mettre au centre de sa démarche à chaque fois. Et donc, on dit que 80% du boulot du designer, en fait, c'est de l'observation. Alors, quand je parle du boulot du designer, je parle vraiment de la compréhension jusqu'au déploiement de la solution. 80%, c'est de l'observation, de la compréhension du terrain, et 20%, ça va être de la production jusqu'au déploiement de la solution. Donc, c'est vraiment, en fait, cette phase est vraiment la plus importante et la plus primordiale pour pouvoir, en fait, innover. On dit aussi qu'une idée, on peut en avoir des tonnes. Moi, j'ai plein d'idées par jour. Il y a des personnes qui ont 50 idées par jour et c'est quelque chose qui est vraiment top. Par contre, avoir une bonne idée et avoir la bonne idée, ça demande du travail et justement, ça demande beaucoup d'observation et de compréhension. Donc maintenant, si on rentre un peu plus en précision sur qu'est-ce que c'est que le design, donc là, je vous parle vraiment de la méthodologie du design thinking. Vous avez sûrement eu l'occasion de voir plein de versions différentes de formalisation de cette démarche-là. Donc on appelle ça le double diamant. Donc ça, c'est vraiment notre méthodologie qu'on utilise dans le secteur du design. Donc on part du principe qu'on a une problématique pour arriver finalement à une solution. Donc on va prendre un exemple concret pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça se passe. Donc imaginons qu'aujourd'hui, la food tech nous demande d'innover. Voilà, il va falloir que vous innoviez et que vous fassiez un projet innovant concernant la food tech. Donc, sur ma première phase, je vais devoir explorer vraiment en fait cette partie-là. Donc, je vais prendre, OK, j'ai la food tech. La food tech, c'est quoi? C'est de la technologie, de la nourriture. Donc, j'ai de la nourriture, de la technologie. Donc, je vais explorer au maximum. Donc, je vais partir sur des choses qui n'ont rien à voir. Je vais partir sur par exemple, comment les astronautes mangent sur Mars. Je vais partir sur de la conservation. Je vais partir sur le brunch qui est très à la mode, sur des personnes âgées qui ont de l'arthrose et qui ont du mal, par exemple, à ouvrir des packaging pour pouvoir se nourrir. Enfin, moi, je vais utiliser le spectre et l'élargir au maximum. Une fois que j'ai ouvert ce spectre, je vais commencer. Donc, j'arrive sur la première partie en haut du premier double diamant. Je vais pouvoir, en fait, redescendre. Et je vais un peu analyser quelles sont en fait les problématiques que j'ai traitées et qui pour moi ont le plus de tension et que je vais pouvoir exploiter. Donc pour moi, par exemple, aujourd'hui, ça va être la conservation
parce que je pars du principe que la conservation, il y a une réelle problématique, qu'il y a encore beaucoup de gâchis, qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique, bah, la conservation et le fait de réduire ses déchets et son empreinte carbone est très important. Donc, je vais partir là-dessus. Donc, j'arrive en fait au milieu, sur la redéfinition de la problématique. Donc là, je repars sur ma problématique qui est bon, bah, comment innover sur le domaine de la conservation. Et ensuite, sur la deuxième partie de mon double diamant, en fait, je vais avoir le même système. Donc, je vais redévelopper au maximum tout ce qui est lié à la conservation. Donc, qu'est-ce que c'est que la conservation chez les personnes âgées, chez les actifs? Est-ce que ça va être mettre un frigo dans un open space? Est-ce que ça va être de faire bouillir de l'eau pour pouvoir mettre sous vide? Est-ce que ça va être d'enlever l'air grâce à une pompe? Enfin, que sais-je, ça peut être n'importe quoi. Donc, je vais partir au maximum dans l'autre sens. Et ensuite, bah, je vais faire pareil en fait que ma première étape. Je vais trouver ma solution et je vais pouvoir la développer sur la dernière partie. Donc, vous voyez bien en fait que mes 3 premières parties du double diamant, bah, finalement, c'est de l'observation et c'est de l'étude. Et qu'ensuite, bah, la partie où je vais développer ma solution, en fait, bah, c'est juste la dernière partie sur les 4 que j'ai. Quelque chose qui est hyper important à noter, pardon, c'est que finalement, si pendant toute cette partie-là, donc pendant tout mon travail que je vais opérer sur mon double diamant, je ne suis pas toujours en empathie avec le terrain, si je ne prototype pas et que je ne vais pas tester sur le terrain mes prototypages, si je ne vais pas toujours observer, et ben ma solution, en fait, normalement, enfin, assez assurément, ne sera pas bonne. Donc, être dans cette méthodologie-là, c'est toujours aller vérifier sur le terrain. Alors, je vous propose maintenant d'arriver sur la révolution numérique et ses enjeux. Donc, la révolution numérique, on va essayer de la définir. En fait, elle est là pour améliorer la vie des gens, ce qui est vrai. Donc, elle nous améliore en fait la vie au quotidien. Mais en fait, la question qu'on pourrait se poser, vu qu'aujourd'hui on aborde la thématique de l'éthique, c'est est-ce qu'elle est toujours source de progrès social et environnemental? Donc, pour ceci, on va essayer un peu de s'intéresser aux autres révolutions qu'il y a eu durant les 2 siècles derniers, parce qu'en fait, finalement, les choses du futur sont souvent le reflet de ce qui a déjà été passé. Donc, en 1770, 1850, on a eu la révolution des machines à vapeur et du chemin de fer. De 1870 à 1910, celle de l'aviation, de l'automobile, de l'électricité, de la téléphonie. Et de 70 aujourd'hui, on connaît l'ère du numérique. Si on prend par exemple la révolution en fait, de la machine à vapeur et du chemin de fer, je pense que c'est très intéressant parce que en fait, à partir du moment où c'est né, tous nos systèmes en fait se sont implémentés donc sur cette révolution-là. C'est-à-dire que toute la croissance en fait et nos organisations se sont organisées autour du chemin de fer. Donc par exemple, imaginez l'agriculteur qui est au bout de son champ, qui se dit bon bah voilà, du coup je peux beaucoup plus vendre parce que maintenant je peux vendre pas seulement au village à côté de chez moi, mais aussi je sais pas à 500 km, etc. Bah, je vais prendre plus de terre. Du coup, je vais pouvoir avoir des gens que je vais que je vais prendre avec moi, etc. Donc, si du jour au lendemain, on leur dit, bon, bah voilà, demain, il n'y a plus de chemin de fer, bah, finalement, en fait, c'est toute la croissance économique qui s'effondre. Et pour la révolution numérique que l'on vit actuellement, en fait, c'est exactement la même chose. En fait, aujourd'hui, abandonner l'IA, ce serait comme abandonner son smartphone, bloquer Internet, affaiblir la recherche, handicaper des parts entières de l'économie. En fait, aujourd'hui, notre civilisation, elle repose d'ores et déjà sur l'IA. En fait, il suffit d'imaginer que si demain, on avait une coupure Internet, ben, en fait, c'est toute l'économie qui s'effondrerait. Les banques s'effondreraient, la bourse s'effondrerait, on aurait des problèmes médicaux qui seraient mondiaux. Enfin, ce serait vraiment une catastrophe pas possible. Si on s'intéresse à la révolution numérique, forcément, on s'intéresse aux GAFA, puisque c'est eux qui guident un peu cette révolution-là. Les GAFA, quels sont leurs enjeux finalement? Qu'est-ce qu'elles nous promettent? Elles nous promettent un monde meilleur, plus sûr, plus juste, plus simple, grâce à l'analyse d'un très grand volume de données informatiques. Donc, j'aimerais juste reprendre avec vous une actualité qui est parue assez récemment. Donc, c'était durant le discours que Mark Zuckerberg a eu par rapport à Metaverse. Il a dit ensemble, remettons l'humain au centre de la technologie. Je suis persuadée que la technologie peut améliorer nos vies et je suis persuadée que le futur ne se construira pas par lui-même. Donc, on peut vraiment noter, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai vraiment vu ça comme une phrase que pourrait sortir un designer avec l'humain au centre et le fait de vouloir conceptualiser par rapport à ça.
Ce que je trouvais intéressant, en fait, c'était de revenir un peu sur les prémices de Facebook et de prendre juste le symbole le plus légitime qu'a cette application aujourd'hui, qui est le pouce, le like, et de regarder un peu ce que ça signifie avec vous. Alors, je reprends une phrase de Kurt Lewis, qui a été un scientifique qui a fait beaucoup de recherches sur la manipulation et les techniques de manipulation. En 47, il explore, il dit que les gens ont tendance à adhérer à ce qui leur paraît être leur décision. En gros, ça veut dire que lorsque une décision paraît être votre décision, même si vous n'êtes plus d'accord après par rapport à cette décision, si vous l'avez affirmée quelque part, eh ben, vous allez continuer à la défendre quoi qu'il en coûte. En gros, ce like, si on l'étudie un peu ensemble, on va pouvoir comprendre qu'il nous permet en fait de nous différencier des goûts des uns et des autres. Vous allez liker, c'est un geste anodin, moi je le fais aussi également. On va liker des posts et en fait on a cette impression de se différencier. En fait, ça nous engage finalement dans une décision. Après, par contre, enfin, les contenus qu'on like, ce n'est pas des contenus qu'on a décidés, c'est des contenus quand même qu'on nous impose. Et souvent, on nous impose des contenus qui sont similaires parce qu'il y a des algorithmes en fait, qui prennent nos données et on va se retrouver avec le même type de contenu. Ça permet en fait à Facebook de récupérer de la donnée hyper facilement sans avoir besoin de questionner et ensuite de pouvoir réutiliser cette donnée, soit de la revendre finalement, soit de l'utiliser directement pour leur projet interne. Donc voilà, vu qu'on est un peu sur les enjeux de la révolution numérique, moi je tenais quand même à parler de cette partie. Si on regarde un peu plus loin dans le futur pour essayer d'avoir le plus d'esprit critique possible et qu'on regarde quels sont les objectifs des GAFA, on a Apple qui a clairement défini que son objectif c'était d'éradiquer la mort. Mark Zuckerberg, pendant son discours de Metaverse, a dit qu'il voulait vraiment qu'on passe d'un système 2D à un système 3D avec un Internet qui serait incarné au quotidien, donc en 3D du coup. Et ensuite, donc, après, Amazon ne s'est pas énormément prononcé, mais on sait qu'ils ont quand même une plateforme de e-commerce qui est énorme aujourd'hui et qui développe de plus en plus des manières, en fait, physiquement, de pouvoir payer sans passer en caisse. Et Google, également, on ne sait pas vraiment quels sont les objectifs, mais c'est eux qui détiennent leur information, donc ils détiennent également les informations qu'ils veulent divulguer. Donc maintenant, après avoir fait un tour un peu sur les enjeux de la révolution numérique, j'aimerais un peu retourner sur cette démarche de designer et remettre l'utilisateur au centre. Si on le remettait au centre, cet utilisateur, qu'est-ce que ça donnerait? On noterait en fait qu'il y a des conséquences qui sont sociales et environnementales. Donc tout d'abord, des conséquences liées aux réseaux sociaux avec une boulimie visuelle qui est du fait qu'aujourd'hui, la capture numérique ce qui n'est pas toujours le cas parce que, encore une fois, je fais des généralités, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais en général, ces captures numériques, elles deviennent plus importantes que l'instant présent. On a aussi des libertés de choix qui baissent, vu qu'on a 80% de personnes qui disent avoir déjà procédé à un achat grâce à des contenus d'influenceurs. Et ensuite, on a des expériences terrain en baisse, donc en boutique ou même dans des musées, etc. Donc, on note souvent une solitude qui s'accroît finalement, et avec des personnes qui vont moins avoir en fait ce contact finalement avec, je sais pas, des vêtements, avec le ressenti, des couleurs, des matières, qui vont ressentir des choses, etc. Et avoir donc cette expérience client qui est extrêmement importante aujourd'hui. Ensuite, si on parle des conséquences de l'ubérisation sur les utilisateurs, on note de l'impatience, de la lassitude et du stress. Aujourd'hui, on a 82% des Français qui se disent plus impatients qu'avant à cause de l'ère du numérique, qui se sentent aussi stressés parce qu'en fait, il y a tellement de contenu tout le temps. Et c'est tellement dur en fait, pour le cerveau humain de pouvoir traiter tous ces contenus qu'on a toujours peur de louper une information, alors que finalement, on survole toutes les informations. Donc, c'est très lassant. On note des personnes qui restent de plus en plus dans leur zone de confort parce que finalement, on a une liberté en fait individuelle qui se fait au gré des choix proposés. Donc, par exemple, si je prends Uber Eats, qui est une application qui aide beaucoup de personnes au quotidien, mais on dépend quand même de restaurants qu'on veut bien nous proposer. C'est pas comme aller au supermarché, devoir cuisiner, de devoir se dire bon qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir, de quoi j'ai vraiment envie, est-ce que je vais créer quelque chose, est-ce que je vais voir quel restaurant il y a. Enfin, on est quand même restreint à 20 restaurants qui sont autour de nous. Et ensuite, le dernier point, c'est le désapprentissage.
Donc l'effet de Flynn, en fait, je vais vous en parler un peu parce que je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. C'est un scientifique donc, qui s'appelle Flynn qui part du principe, il a prouvé en fait, que depuis la naissance de l'être humain sur Terre, grâce à l'évolution darwinienne, en fait, l'intelligence ne cesse de croître. Et depuis 1975, donc la révolution numérique, c'était 1970, mais depuis 1975, c'est la première fois où l'intelligence de l'être humain a commencé à décroître. Donc, il ne s'explique pas plus sur le sujet, mais c'est juste scientifiquement, c'est juste été prouvé comme ça. Mais aujourd'hui, si on prend finalement des réactions qu'on peut avoir au quotidien, on note qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils n'ont pas le sens de l'orientation ou qu'ils ne sont pas bons en calcul mental. Mais en fait, je pense que ce n'est pas qu'on est moins bon que nos parents, finalement, que la génération d'au-dessus, c'est juste qu'on délaisse notre intelligence grâce à la facilité des applications. Et donc, on ne fait plus cet effort, ce qui fait que notre intelligence, finalement, décroît. J'aimerais m'intéresser avec vous un tout petit peu sur cette partie-là au cerveau, parce qu'en fait, le cerveau, c'est sûrement l'outil qui va faire qu'on va pouvoir en fait, pallier à cette révolution numérique. Donc, c'est quelque chose qui est encore très inconnu aujourd'hui, le cerveau. C'est quasiment plus inconnu aujourd'hui que l'espace, en termes scientifiques, je veux dire. Mais de ce qu'on sait, en tout cas, de ce qu'a prouvé Stanislas Dehaene, c'est qu'on a donc nos cerveaux, comme ça, notre cortex, avec plein de zones qui sont dédiées à des axes différents. Donc, vous allez avoir une zone qui va être sur l'orientation, votre orientation dans l'espace, une zone sur les chiffres, les calculs mathématiques, les lettres, les visages, le sens, l'empathie. Et en fait, ce qui est génial avec le cerveau, c'est que le cerveau, en fait, c'est vraiment comme un muscle. C'est-à-dire que si demain, vous avez 80 ans et que vous voulez devenir plus intelligent, vous pouvez. Si vous le faites travailler, c'est comme un muscle, donc vous allez être plus intelligent. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc, voilà, en fait, si vous cessez de calculer, bah, votre intelligence des chiffres, bah, elle va décroître, etc., etc. Et en fait, c'est quelque chose que je trouve intéressant sur les conséquences du cerveau parce que la révolution numérique fait que notre intelligence, généralement, donc, est moins, bon, du moins, peut-être pas comme avant. Elle est utilisée et pas de la même manière qu'avant, mais pour le coup, elle est quand même moins utilisée sur toutes ces zones du cortex. En fait, ça va avoir comme conséquence que si on prend la pyramide de l'intelligence, donc c'est une pyramide en fait scientifique, avec plein de données, etc. Donc, il va y avoir l'intelligence des instincts primaires, etc. Avec toute cette pyramide, plus on est intelligent et en fait, plus on va pouvoir générer l'esprit critique. L'esprit critique, vraiment, il est en haut de la pyramide. Et l'esprit critique, aujourd'hui, il est hyper important pour savoir un peu lorsqu'on se fait manipuler par des applications ou juste, enfin, tout simplement pour essayer un peu de rester libre par rapport à tout ce qui nous entoure et toute cette révolution. À noter que les enfants, c'est quelque chose sur lesquels j'aimerais apporter un point de vigilance parce que ça reste eux les concepteurs de demain et qui sont vraiment nés avec cette révolution numérique et qu'on a pu observer que les écrans avaient un réel impact sur leur cerveau parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles que nous à leurs âges, surtout de 0 à 3 et de 3 à 6, et que s'ils sont trop liés à des écrans, ils peuvent développer des problèmes comme de l'autisme, etc. Et ensuite, forcément, on a une attention en fait, qui baisse parce que vu qu'on a beaucoup d'informations, on n'arrive pas en fait, à faire le tri et on survole les informations. En dernier lieu, donc, les data font qu'on va avoir aussi des conséquences sur l'utilisateur avec un accès à la formation en fait, qui est choisi pour nous. Donc, on va avoir des schémas qui ne nous permettront pas forcément d'évoluer à cause de ça. On va avoir des disparités qui vont être mises à jour, qui vont se voir apparaître à cause des algorithmes. En fait, les personnes qui conçoivent les algorithmes peuvent faire des erreurs qui font que ça peut générer des disparités ou des résultats qui sont faussés. Et ensuite, on va avoir une sursollicitation à cause d'alertes, de notifications, de spam, de mails, de pubs ciblées. Donc, qui génère également du stress. Et sur le dernier point, donc là, c'est un point qui est un peu plus écologique, on va avoir en fait tout ce qui est pollution de l'high-tech, avec des déchets toxiques qui sont générés en fait par la création de ces produits-là. Donc, on a vraiment de l'extraction de métaux rares, des éléments radioactifs, des rejets cancérigènes. Enfin, c'est vraiment une catastrophe pour les sols, pour l'air, pour l'eau, c'est une catastrophe. Pour tout ce qui est stockage et traitement de la donnée, là, j'ai pris l'exemple de Google. Une seule ferme Google, en sachant qu'ils en ont 40
entre 47 et 50, mais dans ma mémoire 47. Une seule ferme Google qui donc stocke vos données et qui donc calcule ces données consomme en moyenne l'électricité d'une ville américaine de 40 000 habitants. Donc, c'est énorme. Et en dernier lieu, on a un problème vraiment de recyclage, vu qu'aujourd'hui, 62% des téléphones fonctionnent encore lorsqu'ils sont jetés, et à 41%, ils ne sont pas recyclés. En fait, il n'y a que 15% des téléphones qui sont recyclés. Et là, on parle des téléphones où il y a des réels systèmes pour recycler les téléphones, et surtout le reste de l'électroménager ou des ordinateurs, etc. On n'a pas forcément autant de dispositifs, et il y a beaucoup de pertes et beaucoup de déchets qui sont rejetés dans les eaux, en Afrique, etc., avec des métaux rares qui sont à l'intérieur. Donc voilà, pour finir sur la révolution numérique, j'aimerais bien appuyer cette partie-là. C'est la loi de Moore. Elle est effective et c'est la référence depuis 1965. En gros, la loi de Moore, elle dit que la puissance informatique, elle croît exponentiellement. Donc en fait, elle double tous les 18 mois à coût constant grâce à un circuit intégré. C'est-à-dire que toute la puissance de l'IA double tous les 18 mois. Donc l'IA, en fait, plus elle va être forte et plus elle va être encore meilleure et ça la renforce de plus en plus. Voilà, maintenant j'aimerais du coup passer sur la partie d'innovation éthique. Alors, juste qu'on soit d'accord, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très positives dans la révolution numérique. La technologie peut être réellement éthique et donc il ne faut pas voir la technologie comme quelque chose à blacklister où on se dit bah non, enfin, faut être complètement low-tech, etc. Non, ce n'est pas le cas. Je pense que la technologie, si elle est bien utilisée, et en tout cas bien pensée, elle peut être hyper bénéfique et je pense qu'il faut l'utiliser. Donc là, j'ai pris l'exemple de Wise. Wise, c'est une startup qui a gagné le prix Vivatech l'année dernière en France, du coup, à Paris. En gros, c'est des lunettes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est des lunettes qui sont utilisées pour la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, c'est des personnes qui sont complètement paralysées et qui ne peuvent plus que cligner des yeux pour s'exprimer. Donc, ces lunettes, en fait, arrivent à comprendre la fréquence du battement de cils, pouvoir traduire aux personnes qui les entourent ce dont ils souhaitent parler. Donc, ça permet, en fait, donc à ces personnes-là de pouvoir recommuniquer avec leur entourage. Donc, pour moi, en fait, l'innovation éthique, ça reste un choix. Ça reste, en fait, un choix du concepteur et c'est pour ça qu'on va voir un peu à quel moment, en fait, c'est le choix du concepteur. En gros, quand vous avez une problématique, vous allez trouver une solution. Et quand vous allez trouver cette solution, même avant, vous allez définir un cahier des charges. En fait, tout dépend de ce que vous allez mettre en avant dans votre cahier des charges. Vous voyez, vous avez 3 types de personnes. Imaginons, ils sortent à peu près la même solution. On peut mettre l'argent, la seconde vie de l'objet, l'esthétisme, l'histoire entre le produit et l'utilisateur, l'ingéniosité, etc., etc. En fait, tout dépend de qu'est-ce que vous mettez dans votre cahier des charges et en second temps, qu'est-ce que vous mettez en priorité. Donc, par exemple, si on met l'esthétisme en priorité et qu'on met l'argent en deuxième, qu'on met l'ingéniosité en troisième, qu'on met l'histoire entre l'utilisateur et le produit et la seconde vie de l'objet en cinquième, et finalement, on va avoir un produit qui va pas forcément être éthique. En tout cas, ce qui a des charges, il ne va pas forcément être éthique. Et ce qui a des charges, en général, c'est quand même le concepteur qui le définit. Donc, moi, ce que je propose par rapport au fait d'avoir une démarche d'innovation éthique, c'est de se dire, bon, voilà, on a un cahier des charges, on a un squelette à définir. Un cahier des charges, squelette, je ne sais pas si ça vous parle, moi, en tout cas, ça me parle. Donc, mon squelette, je vais devoir le définir. Donc, par exemple, je veux que mon projet soit qu'il y ait de la rentabilité parce qu'il faut faire de l'argent. Je veux qu'il y ait une seconde vie de l'objet. Je veux que ce soit un minimum ingénieux pour être innovant. Je veux qu'il y ait un parcours utilisateur aussi qui soit simplifié. Et en fait, je pense que du coup, ce qui devrait venir toujours en dernier lieu, mais qui devrait toujours être présent en tout cas dans le cahier des charges, je ne veux pas éradiquer le côté esthétisme, le fait de faire un beau produit, un beau concept, etc. Mais le côté esthétique, pour moi, devrait venir s'inscrire en dernier pour pouvoir avoir justement une démarche éthique. En gros, vous prenez donc le squelette, vous mettez tout dedans, et une fois que vous avez répondu à tout, vous avez tout mis, vous avez votre solution, et vous allez juste vous débrouiller pour rendre le projet en fait esthétique et satisfaisant.
L'innovation éthique, en fait, moi, ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est que j'entends beaucoup, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs et j'entends beaucoup de personnes qui disent, bon, bah voilà, toi, tu as un projet éthique et tout, etc. Raconte-moi. Donc, les personnes disent, bon, bah, mon projet, c'est ça. Ils leur disent, oui, mais du coup, tu prévois de faire du chiffre d'affaires, etc. Tu prévois de te rémunérer, etc. Donc, la personne me dit oui. Du coup, j'entends beaucoup de personnes dire, bon, bah, si tu fais du chiffre d'affaires, alors c'est que ton business, il n'est pas éthique. En fait, enfin, je pense que justement, c'est là où enfin, il faut un peu repenser la chose. C'est-à-dire que si on ne fait pas d'argent, en fait, il n'y a pas de business du tout. Donc, le fait de faire du chiffre d'affaires grâce à un projet éthique est hyper important parce que s'il y a pas de chiffre, il n'y a pas de business et du coup, il n'y a pas d'éthique du tout. Donc, il ne faut vraiment pas se brider par rapport à cette valeur. Donc, du coup, je pense que l'utilisateur au centre, finalement, et la démarche du designer constant, c'est vraiment une force pour le concepteur parce qu'on a des solutions à développer qui sont plus proches en fait des besoins de l'utilisateur. Donc, par exemple, si c'est de se rendre compte que bah, y a des personnes qui sont très seules à cause de la révolution numérique, peut-être que ça va être de se dire bon bah voilà, moi je veux créer une boutique ou un concept où bah, je veux que les personnes aient une vraie expérience pour qu'elles soient moins seules, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on note par rapport au réseau. Je dis n'importe quoi. Bah voilà, en fait, vous allez réduire en fait cette problématique-là, vous allez résoudre cette problématique-là, ça va être vendeur. Et donc, du coup, ça va être finalement une force pour vous en tant que concepteur. Donc, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Et aussi, je pense que l'éthique n'a jamais été aussi vendeur qu'aujourd'hui et n'a jamais été aussi forte dans l'opinion publique. Ensuite, la créativité non remplaçable par la machine. Ça, c'est l'idée que bah, aujourd'hui, en fait, je pense qu'on a beaucoup de chance. En tout cas, bon, je pense qu'il y a des créatifs qui écoutent ou des non créatifs aussi. Mais je pense que le créatif a beaucoup de chance parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de métiers qui sont déjà remplacés ou qui vont potentiellement être remplacés par la machine, notamment les chirurgiens qui peuvent être potentiellement dans quelques années remplacés par les machines. Aujourd'hui, en tant que créateur, je trouve qu'on a une chance qui est incroyable parce que bah, du coup, on a un cerveau en fait, qui n'est pas remplaçable. Et aujourd'hui, la révolution numérique n'est pas capable d'être créative et de comprendre les besoins et d'être empathique. Donc pour moi, on ne pourra pas remplacer la créativité. Donc voilà, pour finir sur l'innovation éthique, je pense que ça pourrait être en fait un peu le challenge de l'innovation de demain. Bah, je parle d'innovation éthique, mais d'esprit critique aussi, parce que pour moi, en fait, les deux doivent être assez fondamentalement liés. Donc, j'aimerais juste vous lire ces phrases. La création pourrait venir résonner avec les termes éthiques et devenir l'allié de l'humanisme, mais aussi le nouveau challenge de l'innovation et ainsi peut-être la révolution de demain. Et ensuite, le tout, ce n'est pas de rejeter totalement le numérique, mais de faire preuve d'esprit critique quant au déploiement d'un concept ou d'une innovation. Donc, encore une fois, le tout, c'est pas de rejeter donc totalement le numérique, mais vraiment de concevoir du mieux possible. Et du coup, bah, mon mot de la fin, c'est que le monde de demain en tant que créateur, en fait, c'est vous qui le concevez. Et ça, c'est vraiment hyper positif en fait pour la suite. Parce que si vous avez tout ça en tête et que vous concevez avec euh, des choix en fait et des partis pris bah, comme tel ou d'autres d'ailleurs, bah, en fait, on pourra peut-être vivre dans un futur qui soit un peu plus propice à l'éthique. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup Camille pour ce talk qui était très intéressant et qui a permis de montrer l'équilibre entre les deux, justement être éthique et le numérique. Merci beaucoup. Merci. Alors on arrive à la fin, mais il y a une question. Du coup, si on a encore un petit peu de temps juste avant de finir cette journée, c'est une question qui demande la créativité est-elle liée à notre capacité d'être sensible et empathique, ce qui ne peut pas être copié par une machine? Alors, je pense que j'ai sûrement répondu à la Oui, fin. c'est ça. Oui, je pense qu'une machine aujourd'hui, même si elle est très bien conçue avec beaucoup d'algorithmes, et je sais si les concepteurs travaillent énormément là-dessus, je pense qu'elle ne pourra jamais comprendre en fait et comprendre aussi vite et aussi bien. Parce qu'il y a tellement de choses différentes, il y a tellement de personnes différentes, il y a tellement, même nous aujourd'hui, entre qu'être humain entre nous, c'est tellement difficile de se comprendre et de communiquer.
que je pense qu'une machine, pour le coup, sera jamais capable de le faire. Et c'est une réelle force pour nous en tant que concepteurs. Oui, c'est une force qu'il faut utiliser.